nous allons passer sur deux conférences, donc Cohort Learning, 2 études de cas entreprises. Alors, je ne sais pas où sont les personnes qui doivent intervenir. Donc, on a la société BNP Paribas avec Alexandra Jasinski qui est présente. Voilà, merci. Et la société, aussi on a Éléonore Duvaux, responsable de projet de la transformation. Donc, qui vont intervenir sur un projet qui vont nous présenter la Finance Academy. Du coup, vous pouvez vous installer. Je vais parler avec celui-là. Est-ce qu'il nous faudrait avoir un deuxième micro? Ah bah parfait. Voilà. Okay. Donc, je vais vous passer la parole pour présenter ce cas d'utilisation dans lequel nous allons voir que le sur-mesure est très important pour le contenu et qu'il est important aussi de repartir parfois à zéro pour bien comprendre les besoins du client. Je peux parler avec celui-là? Ouais. Fonctionne celui-là? Ouais, puis du coup, je garde celui-là, moi. Est-ce que vous m'entendez? Oui, super, top. Bonjour à tous, merci tout d'abord Claire-Marie de cette introduction. Alors moi je m'appelle Claire, je travaille pour une agence de digital learning qui s'appelle Newton Agence. Chez Newton Agence on fait du learning, qu'il soit digital ou présentiel, mais toujours sur mesure. Et on est là ce matin avec vous pour vous parler d'un retour d'expérience, partager avec vous un retour d'expérience d'un projet qu'on a mené l'année dernière avec 2 de mes clientes qui vont se présenter sur la thématique de la formation des formateurs occasionnels. On a construit avec le groupe BNP Paribas un dispositif de formation pour des formateurs occasionnels qui interviennent pour la Finance Academy, qui est une des académies de BNP Paribas qui appartient à la direction financière du groupe. Alors, avant toute chose, nous allons commencer par nous présenter rapidement, chacune de nous 3, à la fois sur le « qui sommes-nous » et quels étaient nos rôles dans ce projet. Alors, vous m'entendez bien? Bonjour à tous. Donc, moi, je suis Alexandra Jasinski, comme l'a dit Claire. Je suis responsable de la Finance Academy chez BNP Paribas. Donc, la Finance Academy, c'est une académie qu'on a créée au sein de la direction financière au niveau du groupe en centrale. Et c'est assez récent parce qu'on a créé cette académie à peu près il y a plus de 18 mois maintenant. Ça va faire même 2 ans au mois de mars. Le temps passe vite. Et donc, voilà. Donc, on va vous partager notre expérience et puis comment on a construit ces parcours de formation pour la finance. Et bonjour à tous, moi c'est Éléonore Duvaux. Donc je travaille aussi chez BNP Paribas et je suis spécialisée sur le pilotage de projets de transformation, change management et formation et knowledge management. Voilà, c'est un petit peu tout un ensemble, mais j'ai accompagné depuis le début la structuration de la Finance Academy et aujourd'hui son développement. Et donc, moi je suis Claire Bertrand, je suis directrice de projet et aussi conceptrice dans le cadre de ce dispositif et aussi animatrice, formatrice, puisqu'on a conçu le dispositif avec Alexandra et Éléonore et j'ai animé les premières sessions, puis co-animé avec Alexandra et Éléonore et les membres de la Finance Academy. Donc, plusieurs casquettes dans ce projet. Alors, peut-être avant de vous parler du dispositif en tant que tel, juste quelques mots pour vous dire quels étaient le contexte dans lequel on a réalisé ce projet, quels étaient les enjeux et les objectifs prioritaires de ce projet. Alors, au niveau du contexte, comme je vous le disais, la direction financière s'est transformée, la direction financière de BNP Paribas, donc c'est une fonction transverse. Et donc, la transformation a consisté à mettre en place des centres de services financiers partagés, des plateformes
qu'on appelle régionales. Aujourd'hui, on a 3 plateformes dans le monde, une qui couvre la région IMIA, une qui couvre la région APAC et une autre qui couvre la région Americas. Et donc, sur ces 3 plateformes qui constituent des centres, on appelle ça des centres de services financiers, on avait un contexte très hétérogène dans le sens où les process financiers n'étaient pas réalisés de la même manière et surtout le partage de connaissances, le partage d'expertise était un petit peu perfectible et puis fortement siloté. Donc dans ce contexte-là, on a créé de toutes pièces cette académie, la Finance Academy. Donc finalement, c'est assez récent, avec 2 grands objectifs. Le premier étant d'harmoniser l'ensemble des pratiques, l'ensemble des process pour que finalement ils soient effectués de la même manière sur les 3 plateformes au niveau mondial. Et puis également de capter la connaissance des sachants, de ceux qui sont au sein de ces plateformes, au sein de ces fonctions finance, pour partager la connaissance et la transférer, et puis surtout capitaliser sur cette connaissance. Donc voilà quel était le contexte. Au niveau des enjeux. Alors, donc au niveau des enjeux, Alexandra en a beaucoup parlé. Il y avait aussi un enjeu de capter la connaissance, mais de formaliser aussi cette connaissance en la documentant et en demandant à des collaborateurs de formaliser leur savoir-faire, soit en leur demandant de devenir formateurs occasionnels. Mais ça ne s'improvise pas, comme vous le savez. Enfin, même si parfois on pense que la formation c'est facile, ça se fait comme ça. Quand on se frotte un peu à l'exercice, on se rend compte que c'est un métier. Et donc, c'est dans ce contexte-là qu'il est devenu essentiel d'accompagner ces experts, parce que ce sont des financiers, donc ce sont des experts dans une forte technicité, qui n'ont pas forcément l'habitude d'être dans le relationnel, et qui sont très chargés, qui ont beaucoup de travail, qui sont très pris par des enjeux d'activité BAU. Voilà, donc dans ce contexte-là, on a travaillé avec Newton pour prendre en compte ces contraintes-là et à la fois leur apporter un plus, c'est-à-dire on leur demandait de partager leur expertise. En leur proposant un parcours de formation, c'était aussi leur donner une opportunité de se développer aussi, de développer leurs compétences sur des compétences de présentation. Je parle de présentation parce qu'eux sont plus dans des contextes de présentation de slides que de formation, mais c'est un premier bénéfice pour eux, et derrière de développer leurs compétences pédagogiques, voilà, pour les valoriser dans le cadre de leur parcours professionnel. On va en parler après. Je rajouterais juste quelque chose sur les enjeux, c'est qu'effectivement cette population, c'est des financiers. Donc ils ont une pensée analytique, ce sont des experts, ils n'ont pas du tout l'habitude de former, enfin pas du tout l'habitude. Bien évidemment, certains sont beaucoup plus à l'aise dans l'exercice avec des appétences pédagogiques, mais globalement, ce n'est pas leur métier. Donc, ils ont une expertise, ils ont beaucoup de connaissances, mais leur capacité à transmettre cette connaissance, c'est compliqué. Donc, c'est là où on a voulu vraiment les accompagner. Quand on dit formateurs occasionnels, c'était vraiment des gens, des financiers qui font des reporting, qui font des analyses financières, et donc de capter cette information, de capter cette connaissance, c'était tout l'enjeu pour les quelque part professionnaliser et puis assurer des formations de qualité. Voilà, donc ça répond aussi aux objectifs. Tu y reviendras dessus, Claire, derrière, quand on va présenter le parcours, mais en termes d'objectifs, on en a parlé un petit peu. Vu le profil des apprenants de ces formateurs occasionnels, on ne pouvait pas rentrer dans trop de profondeur technique, pédagogique. Il fallait trouver le bon dosage pour à la fois les guider sans les perdre dans des considérations qui leur serviront une fois ou deux ou trois, mais bon. Donc, en termes d'objectifs sur le parcours, le premier, c'était de les sensibiliser à cadrer quelque chose, à cadrer une demande. C'est-à-dire, avant de se lancer dans j'écris mes slides, je me pose des questions avant, j'ai une phase préparatoire. Ensuite, c'était de les sensibiliser sur la perspective apprenant. Moi, je suis expert, mais
Le plus dur quand on est expert, c'est de se mettre du point de vue de son apprenant, de définir des objectifs de formation, des objectifs pédagogiques. Ça, c'est une vraie gymnastique. Hein. Et derrière, de construire la progression. Puis, comment organiser leurs slides? Parce que comme je vous disais, ils travaillent beaucoup avec des slides. Pour eux, c'est un take-away, un quick win, enfin, un plus qu'ils peuvent réutiliser rapidement. Et puis le troisième volet, c'était comment j'anime ces présentations, comment je prends la parole, sachant qu'à cette époque, on était beaucoup à distance. C'était pas du présentiel. Donc notre parcours, il reflète leurs conditions d'animation qui sont distancielles, quoi. Merci. Alors, maintenant que vous en savez un peu plus sur le contexte, les enjeux et les objectifs qui étaient ceux de la finance académique quand on a lancé ce projet, on vous propose d'écouter Alexandra et Éléonore sur, finalement, qu'est-ce qui, dans la proposition qu'on leur a faite, était le plus important en termes de valeur, qu'est-ce qui a retenu leur attention et a fait qu'on a finalement travaillé ensemble. Alors tout à fait, c'est vrai que nous, Finance Academy, en termes de ressources, on était quand même assez limités. C'était une équipe qui était en création. Au démarrage, on était deux avec notre responsable qui était basé à Londres. Donc on n'était quand même pas très très nombreux. Et assez vite, on a eu besoin finalement d'une société comme Newton, qui est experte dans l'ingénierie pédagogique, dans la création de parcours. Et donc, il nous a semblé très pertinent de proposer ce programme de formation de formateurs à ces formateurs occasionnels. Et donc, la différence, la valeur ajoutée de Newton par rapport à ça, c'était de proposer un parcours de formation de formateurs sur mesure. Il n'était pas question de prendre un programme formation de formateurs un peu sur étagère. Nous, on voulait quelque chose de sur-mesure, d'agile, de souple. Pourquoi? Parce qu'on avait déjà commencé à travailler, nous, avec Éléonore, sur une méthodo. On avait appelé ça un espèce de toolkit qui permettait déjà d'aiguiller ces formateurs occasionnels dans la phase de cadrage, dans la phase aussi de création des slides. On leur donnait des templates, on leur donnait des outils. Dans l'animation aussi, on avait des supports qui permettaient de leur donner des tips, des recommandations, etc. Donc on avait quand même déjà bâti un socle, un peu les fondations, mais ce n'était pas suffisant. Et donc l'apport de Newton, la différence aussi, c'était que Newton a pu prendre en compte déjà ce qu'on avait déjà fait en termes de boîte à outils, d'approche, de méthodo, et puis bien évidemment de l'améliorer. De créer ce parcours un peu sur mesure et toujours avec une optique d'amélioration continue. On y reviendra après, hein, parce qu'on a proposé finalement plusieurs sessions de ces parcours-là, mais on s'est dit, de toute façon, on était aussi pressés, donc on y est allé avec un premier pilote, mais toujours dans une démarche d'amélioration continue pour finalement améliorer, renforcer le parcours. Donc ça, c'était vraiment le sur-mesure, c'était super important. La mise en place aussi de sessions individuelles indépendamment des ateliers de formation, dans le souci de les accompagner rapidement sur l'application de ce qui venait d'être vu en atelier. Ça, c'était très important parce que pour ceux qui avaient vraiment un projet de formation immédiat, ça les a beaucoup aidés d'être dans un one-to-one avec Claire et Alix de Newton. Voilà, alors effectivement, après il y avait un deuxième point qui était, un autre point, qui était le fait que, comme je vous disais, on les forme à l'animation en distanciel et il nous a semblé utile que la session qu'ils allaient vivre puisse être un exemple pour eux pour réutiliser les techniques qu'ils avaient vues. Donc ce que Newton a proposé, c'est de proposer des techniques simples dans le sens facilement réutilisables, des slides qui ne sont pas graphistés, des slides faits simplement, mais bien structurés,
pour qu'eux puissent se dire « Ah oui, j'ai vécu ça, c'était comme ça, je me souviens, on en a parlé pendant la session, je vais refaire la même chose. » Voilà, un peu une mise en abîme de ça. Et ça, c'était important pour nous. Voilà. Et puis après, alors ce qui est important aussi, parce qu'il y a le produit au final qu'on a créé avec Newton, mais le produit, c'est aussi le reflet de la relation de travail. Donc déjà, on a travaillé très rapidement, on a été mutuellement réactifs pour produire la formation. Et aussi, ce qu'on a beaucoup apprécié, c'est que on était challengés, c'est-à-dire qu'ils n'hésitaient pas à nous poser des questions, à nous mettre devant nos contradictions, à nous mettre devant nos contraintes. Et sans ce genre de discussion, on avance moins vite. Donc ça, je trouve que c'était très appréciable dans la collaboration qu'on a eue avec Newton. Merci beaucoup à toutes les deux. Alors, si je résume en quelques mots, on a eu à cœur de proposer une solution qui était vraiment intégralement sur mesure pour à la fois prendre en compte les contraintes, comme Alexandra et Éléonore vous l'ont dit, et aussi intégrer des ressources qui étaient déjà existantes, comme Alexandra l'a dit, travailler avec des techniques, des supports, des outils, des visuels qui étaient simples, facilement applicables et réutilisables. Et une relation de travail, effectivement, on avait un timing très serré et donc on se parlait extrêmement régulièrement. Donc c'était très important pour nous d'avoir une relation de travail qui soit constructive et en même temps au sein de laquelle on n'hésitait pas à rebondir sur une idée, à dire quand on n'était pas d'accord, à dire quand on était d'accord aussi et à construire ensemble. Et Claire, j'ajouterais aussi le pilotage, c'est-à-dire que parfois le pilotage du projet de formation est un petit peu aléatoire. Là, c'était très cadré en termes de planning, en termes de livrables. Et cette contrainte-là, ça permet aussi d'avancer. Donc ça, c'était important aussi. Alors, maintenant que vous avez un maximum d'éléments sur la big picture dans laquelle on se situait, je vais vous parler du dispositif en lui-même. Parce que j'imagine que vous vous demandez finalement ce à quoi ça a bien pu ressembler. On a créé un dispositif qui, comme Éléonore l'a évoqué, est fait de 4 briques. En fait, chaque brique est un sujet qui nous paraissait, pour ces formateurs occasionnels-là, indispensable. Le tout premier, c'est le cadrage, parce qu'on est sur des formateurs qui, à certains moments, ont des activités de conception. Et donc, c'est important qu'ils soient en capacité de cadrer pour pouvoir définir précisément les livrables de formation qui vont être les leurs par la suite. Ensuite, la deuxième brique, c'était tout ce qui tourne autour de la progression pédagogique. Comment est-ce que je travaille la progression pédagogique de mon parcours et comment est-ce que je veille à mettre la lumière sur les bons messages clés? Comment je structure mes contenus? Puis, nous avons eu un module entier dédié aux slides. Parce que le slide kit, c'est à la fois quelque chose de crucial et bien souvent de très mal utilisé. Donc on a vraiment eu une séance entière, un workshop entier sur comment je crée mes slides, quelles sont les bonnes et les mauvaises pratiques, et comment je travaille avec la page de commentaires, qui est la partie en bas des slides, qui, en tant que formateur, en tant qu'animateur, en même temps assez peu expert et pas toujours encore très confortable dans les discours que j'ai à mener, comment je vais pouvoir me servir de cet aspect-là. Et dernière brique de notre parcours, la partie animation. Puisque comme Alexandra et Éléonore vous l'ont dit au départ, on était là sur des experts financiers, extrêmement à l'aise pour présenter du tableau Excel. Croyez-moi, ils m'en ont présenté un certain nombre, mais absolument pas à l'aise pour expliquer de façon simple et pédagogique ce que veut dire le fameux tableau Excel. Donc on a travaillé sur ces 4 briques et on les a créées dans ce sens-là, dans cet ordre-là, depuis finalement la toute première étape de création d'une formation jusqu'à le moment où je délivre la formation. Et comme Alexandra et Éléonore vous l'ont dit, on a fait un pilote. Et ce pilote, il avait ce déroulé-là, avec 4 classes virtuelles réparties sur 4 semaines, donc une classe virtuelle par semaine, et entre chaque classe virtuelle, 2 choses. Une partie travail personnel, travail préparatoire, où on proposait à nos apprenants d'aller plus loin, de travailler seuls, ou d'ailleurs avec leur père, sur des éléments qu'on leur apportait qui permettaient de préparer le module suivant. Et ce qu'on a écrit dans les ronds blancs CI,
du coaching individuel. On avait une de nos contraintes, un de nos challenges, c'était d'adresser des populations qui étaient extrêmement hétérogènes. Comment est-ce que je m'assure que tous les membres de mon groupe suivent, comprennent, intègrent et progressent, sachant que dans un même groupe, on avait des niveaux extrêmement variés. Et on a mis en place ce coaching individuel après chaque module, ce qui m'a permis, puisque c'est moi qui les ai animés, de vraiment passer du temps avec chacun des participants, m'assurer que ce qui avait été délivré était compris, était utilisé, et que pour les meilleurs, on pouvait aussi aller peut-être encore un peu plus loin en préparation du module d'après. Donc 4 modules, tout le temps du travail préparatoire, tout le temps des coachings individuels. Et après l'animation du pilote, on s'est rendu compte que finalement, là où ils étaient le plus demandeurs, a priori au départ, c'était sur la partie animation. Parce que c'était vraiment l'aspect sur lequel ils se sentaient absolument pas à l'aise. Et du coup, on a décidé ensemble, toujours dans cette idée d'agilité et de travail où on se challenge mutuellement, de changer la façon dont on délivre la formation. Et on a décidé de commencer par cette partie animation, qui était vraiment un point dur pour eux, et ensuite venir parler cadrage, progression pédagogique et slide kit. Ouais. Claire, je voudrais juste rajouter quelque chose sur l'animation. Deux choses en fait. C'est qu'effectivement, la manière de délivrer les formations était en distanciel. Déjà dans un contexte de Covid, premièrement, et deuxièmement parce qu'on avait une population internationale. On avait 8 pays représentés avec, effectivement, on verra, plus de 60 personnes à former. Donc, ils ont délivré ces formations sur Teams et parfois non, chaque fois, on enregistrait ces formations pour les encapsuler et créer des modules d'e-learning. Donc c'est quand même, l'exercice était quand même assez périlleux. C'est que d'une, ils devenaient formateurs occasionnels, vraiment avec une certaine identité qu'on a voulu créer en tant que formateur occasionnel. Et de deux, ils devaient délivrer des formations sur Teams avec, en général, alors des fois on avait 2 cas. Il y avait des participants, et là, les participants, il y en avait partout dans le monde. Ça pouvait être une trentaine, une cinquantaine, avec pas beaucoup d'interaction. Et parfois, on a même prévu des sessions à blanc sans participants pour enregistrer la formation et ensuite la digitaliser avec des outils de rapid learning. Nous, on a utilisé Captivate chez BNP Paribas. Mais donc voilà, donc l'enjeu, c'était ça aussi. C'est pas des formations en présentiel, c'est des formations sur Teams. Et en général, comme disait Claire, on n'est pas super confortable quand on a 50 personnes qui ne mettent pas leur caméra et qui posent assez peu de questions. Donc l'enjeu, c'était ça aussi. Et c'est pour ça qu'on a commencé par l'animation après le pilote. On s'est dit ok, on va commencer avec ce workshop sur l'animation, ça va désacraliser un peu, ça va les rendre davantage peut-être plus confortables, et ensuite on a déroulé la phase de cadrage, la phase de progression pédagogique et la phase de slide. Alors juste l'animation, c'est aussi ce qui les concerne directement, et c'est la conséquence en fait de toutes les phases préparatoires. Donc en fait on les faisait démarrer par le constat final de l'intérêt de faire la progression pédagogique, le cadrage, etc. Voilà. Merci, Éléonore. Et dernier point, pardon, oui. Sur le parcours, en fait, c'était 2 heures, plus 2 heures, plus 2 heures, plus 2 heures, répartis sur 4 semaines. Je ne sais plus si on l'avait dit, mais voilà, ça fait aussi partie de l'agilité du dispositif. En effet, c'était 4 workshops de 2 heures. Et alors, juste pour revenir, vous montrer ce qu'Alexandra évoquait, effectivement, une des contraintes qui sont les leurs, c'est de créer ces capsules de formation. Dieu sait que ce n'est pas un exercice évident de se filmer tout seul, derrière son ordinateur, à distance, en anglais, en finance, etc., etc. Il y avait un certain nombre de contraintes. Et on s'est rendu compte que quoi de mieux pour les former que de leur montrer. Et donc, on a fait le pilote, et après le pilote, on a retravaillé. Donc, je vais vous donner des exemples de ressources qu'on a créées. Mais ce que vous voyez là, c'est j'ai fait l'exercice d'être toute seule derrière mon ordinateur et d'encapsuler une petite partie de formation pour leur montrer, version 1, avec tout un ensemble de mauvaises pratiques. On travaille là-dessus. On réfléchit ensemble, on imagine qu'est-ce qui pourrait être fait différemment. Et j'avais aussi encapsulé la version 2, qui était exactement le même texte, exactement la même durée, exactement le même matériel informatique
sauf que là, j'intégrais tout un ensemble de bonnes pratiques en termes de verbal, non-verbal, éclairage, son, enfin tout ce qu'on peut imaginer. Je ne change rien du matériel, je ne change rien du contenu, juste je fais attention à quelques points clés. Et on s'est rendu compte que c'était aidant pour eux, qui redoutaient particulièrement cet exercice d'être encapsulé pour ensuite être diffusé comme des modules de e-learning. Un élément que Éléonore et Alexandra ont évoqué aussi, c'est qu'on avait à cœur qu'ils puissent réutiliser un maximum de choses. Donc on n'a pas fait appel au service d'un graphiste. Pourtant, je sais que chez Newton Agence, on aime bien. On a de super graphistes et on adore quand ils passent sur nos supports de formation. Mais là, l'idée, c'était vraiment de se dire, on va faire avec le matériel fourni par BNP. On va faire avec la charte BNP. On va faire avec les pictos déjà existants. On va faire avec, etc. On ne crée rien. On se met dans les baskets de ces formateurs occasionnels et on design des ressources exactement comme si eux avaient à le faire. Je vous montre juste, on a créé différentes fiches. Donc vous en voyez une là qui explicite certaines fonctionnalités de Teams, par exemple, ou qui explique comment est-ce qu'on mène un brainstorming en formation à distance. La fameuse vidéo, bon, je ne vous cache pas que ce n'était pas particulièrement agréable pour moi, mais je l'ai fait. Mauvaise pratique et bonne pratique. Et on a travaillé aussi avec des boards de klaxoon, avec des sessions d'échange, des sous-groupes. Voilà, toujours dans l'idée de, on fait avec de la ressource simple qu'ils vont pouvoir réutiliser. Merci pour ce témoignage. Il nous reste 5 minutes pour des questions, peut-être. Est-ce que quelqu'un souhaite poser une question ? Merci beaucoup pour cette présentation très concrète, très intéressante, partage d'expérience. Ma question, c'est les experts qui donc ont été choisis pour devenir formateurs occasionnels. Justement, comment est-ce qu'ils ont été choisis ou désignés? Et ensuite, comment vous avez réussi à prendre le temps de les former? Vous nous avez bien dit qu'ils qu'ils avaient des emplois du temps très chargés. Donc, comment vous avez délégué du temps pour ça? Alors, comment on a identifié nos experts? En fait, en ayant une bonne connaissance, en fait, au niveau du groupe, on sait qui sont nos experts. Effectivement, la problématique initiale, c'était qu'il y avait assez peu d'experts. Comme d'habitude, c'est que véritablement des ressources critiques, toute la problématique un peu RH prenait une dimension dans le sens où effectivement on n'en avait pas beaucoup des experts. Donc tout l'intérêt était justement de diffuser cette connaissance, cette expertise. Donc c'était assez facile finalement parce qu'on les connaissait. Et ensuite, effectivement, le point c'était peu de disponibilité, très peu de disponibilité. Donc, c'est des équipes qui sont en closing mensuel, trimestriel, qui produisent des reportings, etc. Donc, une disponibilité assez faible. C'est pour ça qu'on a fait preuve de souplesse et d'agilité en essayant de planifier ces parcours de formation de formateurs et ces workshops pendant ce qu'on appelle, nous, la période inter-closing. Et puis en essayant d'avoir des slots de 2 heures qui semblaient finalement être une bonne manière de prendre en compte leurs contraintes de disponibilité. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre... Oui. J'ajoute juste une chose. Effectivement, le réseau d'experts informels est connu, mais c'est informel. Et l'autre point, c'est qu'on parlait d'harmonisation tout à l'heure. Et pour cette harmonisation, on a beaucoup de groupes de travail dans lesquels ils produisent des formations. Donc là, il y avait un vivier aussi de formateurs occasionnels qu'on a identifié facilement. Merci beaucoup pour ce témoignage très complet. Malheureusement, on ne peut pas prendre d'autres questions, mais je crois que vous pouvez aller sur le stand. Bien sûr. Eh bien, écoutez, je remets la toute première slide. Sur le stand. On est à votre disposition, à la fois Alexandra, Éléonore et moi, sur le stand de Newton Agence. Donc on est stand S72 et on se fera un plaisir de répondre à toutes les questions qui vous restent. Et juste un mot-clé, si la salle devait repartir avec une idée clé, ce serait laquelle? Juste un mot. Moi, je dirais adaptabilité. Merci Éléonore. Et moi, j'ai retenu le sur-mesure, en tout cas, et effectivement, l'écoute des clients pour pouvoir communiquer. Merci beaucoup à tous.